Cela fait plus de 100 ans que les joueurs de football trichent. Ils creusaient des trous dans le terrain pour tenter de blesser leurs adversaires. En 1960, ils avaient des lames dans leurs chaussures et aujourd'hui, des lasers sont utilisés pour aveugler les joueurs. Voici donc l'histoire complète de la tricherie dans le football. Commençons par l'année 1915, date du premier scandale de match truqué entre Manchester United et Liverpool. À cette époque, Manchester United luttait contre la relégation et Liverpool était tranquille au milieu de classement. Mais lorsqu'ils commencent leur match, quelque chose ne semble pas aller. L'arbitre remarque un manque d'engagement de la part des joueurs de Liverpool, qui manquent un penalty, et certains joueurs s'énervent même lorsque leurs coéquipiers tentent de marquer. Le match se termine sur le score de 2-0 pour Manchester United, ce qui lui évite la relégation, alors que Chelsea descend. Plus tard, il a été découvert que 7 des joueurs présents sur le terrain étaient impliqués dans un scandale de paris, dans lequel ils avaient tous parié sur une victoire 2-0 de Manchester United. La fédération anglaise a ensuite banni à vie ces 7 joueurs du football pour avoir truqué le match, mais les matchs truqués sont encore fréquents dans le football aujourd'hui. Ce que l'on ne voit plus aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé en 1924, lorsque des dirigeants ont carrément creusé des trous dans le terrain pour tenter de blesser des joueurs. Lors d'un match à Buenos Aires pour le titre de champion, l'équipe argentine Chacarita voulait tellement gagner qu'elle s'est faufilée sur le terrain tard dans la nuit et a creusé des trous dans le terrain, espérant que ses adversaires se casseraient les jambes en tombant dans ces trous. Il s'est avéré que les joueurs adversaires ont évité les trous et ont remporté le match le jour suivant, remportant ainsi le championnat, ce qui signifie que cette fois-ci, les tricheurs n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Mais creuser des trous sur le terrain n'est rien comparé au fait de planter des aiguilles dans ses chaussures. Nous sommes en 1960 et Carlos Bilardo joue au milieu du terrain pour l'Argentine. Carlos était le type de joueur qui faisait tout ce qu'il fallait pour gagner, allant même jusqu'à planter des aiguilles dans ses chaussures pour pouvoir piquer ses adversaires pendant le match. Mais ce n'était pas la seule tricherie à laquelle Carlos se livrait, car en tant qu'entraîneur, il encourageait ses joueurs à mettre du deep hit sur les yeux de leurs adversaires, allant même jusqu'à offrir de l'eau dopée au Brésil dans les années 90. Mais de manière assez surprenante, ces tactiques malhonnêtes ont semblé fonctionner, puisqu'il a remporté la Coupe du Monde avec l'Argentine, inscrivant son nom dans l'histoire du football. L'histoire suivante, c'est du jamais vu. Lors de la Coupe du Monde en Espagne en 1982, la France affronte le Koweït. Le score était de 3-1 pour la France et à la 79e minute, Giresse marque un 4e but pour les Bleus. Cependant, les Koweïtiens protestent, car un coup de sifflet des tribunes a trompé leur défense. Un cher Koweïtien est le frère de l'émir du Koweït, Fahad Al-Jaber. Furieux, envahit le terrain, ordonne à ses joueurs de quitter le terrain et fait la pression à l'arbitre en lui demandant d'annuler le but. L'arbitre, après consultation, annule le but. Michel Hidalgo, le sélectionneur français, tente de protester, mais est repoussé par la police espagnole. Finalement, le match reprend et la France l'emporte 4-1. Plus tard, la FIFA suspend à vie l'arbitre et réprimande le Cher. Cette scène est une première dans l'histoire de la Coupe du Monde et du football. Toujours dans la même Coupe du Monde de 1982, où l'Algérie s'était qualifiée pour la première fois de son histoire, marquant un moment historique pour l'Afrique, bien qu'ils aient vaincu l'Allemagne dans un match mémorable, les Algériens ont été éliminés de manière controversée. Leur élimination est survenue dans des circonstances douteuses, lors d'un match entre l'Allemagne et l'Autriche, où les deux équipes européennes semblaient s'arranger pour éliminer l'Algérie. Ce match, plus tard appelé le match de la honte, a suscité des accusations de collusion. Des années plus tard, le gardien allemand Harald Schumacher a admis que le match était truqué et a présenté des excuses aux Algériens. Bon, maintenant, passons à l'année 1983 où la tricherie allait trop loin. Cette fois, Diego Maradona s'est retrouvé avec une jambe cassée après l'un des tacles les plus brutaux de l'histoire. Il s'agit d'Andoni Goicoechea, plus connu sous le nom le boucher de Bilbao, qui jouait en tant que défenseur central pour l'Atlético Bilbao. Il doit ce surnom à son style de jeu extrêmement agressif, mais lors d'un match contre Barcelone, il a transformé l'agressivité en tricherie flagrante en blessant le meilleur joueur du monde à l'époque, avec l'un des tacles les plus brutaux de l'histoire du football. Ce tacle a laissé Maradona avec une cheville cassée et a valu au boucher une suspension de 16 matchs pour cette blessure délibérée. Au lieu de se sentir désolé pour les dégâts qu'il a causés, le boucher garde toujours les chaussures de ce match dans sa maison pour se souvenir à vie de ce moment. Ça, c'est complètement dingue. Mais ce qui est encore plus dingue,
c'est l'idée que ce dirigeant a eue. Graham Souness a carrément réduit la surface du terrain pour essayer de gagner un match. Souness dirigeait le club de football écossais Rangers et s'apprêtait à disputer le match retour de la Coupe d'Europe contre le redoutable équipe du Dynamo Kiev. Les Rangers ont perdu le match aller 1-0, mais Souness a élaboré un plan. Il savait que son équipe ne pouvait pas gagner en jouant mieux au football, mais il croyait que s'il jouait sur l'aspect physique, il parviendrait à arracher la victoire. Le jour du match, Souness a donc demandé au club de rétrécir le terrain en déplaçant les lignes blanches vers l'intérieur, ce qui signifiait que le match serait plus serré et plus physique. Les joueurs de Kiev s'étaient entraînés la veille sur un terrain de taille normale. Ils ont donc eu un sacré choc en arrivant et ont fini par s'incliner 2-0, ce qui a permis aux Rangers de se qualifier pour le tour suivant. Il ne s'agissait pas d'une tricherie pure, car aucune règle n'interdisait expressément cette pratique. Mais après ce match, les clubs ont été obligés d'annoncer la taille de leur terrain avant le début de la saison. Même si ce n'est pas une tricherie absolue, mais ce qu'a fait ce gardien de but en était certainement une. En fait, il a fait bannir son pays de la Coupe du Monde et s'est fait bannir à vie du football. Le 3 septembre 1989, le Brésil affronte le Chili dans un match qui décidera du pays qui participera à la Coupe du Monde. Le stade est rempli de 141 000 supporters et dès la première mi-temps, le Chili prend l'avantage par 1-0. Roberto Rojas, le gardien de but chilien, était en train de faire un bon match quand soudain, une flamme a été jetée sur le terrain juste à côté du gardien. Les médecins se sont précipités pour voir s'il allait bien. Ils l'ont trouvé en train de saigner et l'ont évacué du terrain. L'équipe chilienne a affirmé que ce sont les supporters brésiliens qui ont lancé cette flamme. Mais cela n'a pas été filmé. S'il s'était avéré que les supporters brésiliens avaient lancé la flamme, le Brésil aurait été disqualifié et le Chili aurait été qualifié pour la Coupe du Monde. Mais il s'est avéré qu'un photographe a pu capturer l'incident et une fois les photos révélées, on pouvait voir que la flamme n'était pas proche de Rojas. Elle n'a donc pas pu le toucher. Le gardien de but chilien a admis plus tard qu'il voulait tellement se qualifier pour la Coupe du Monde qu'il s'est coupé avec une lame de rasoir qui était dans son gant, ce qui a provoqué le saignement. Le Chili a donc été disqualifié de la Coupe du Monde et Rojas a été banni à vie du football. Ok, maintenant nous arrivons dans les années 90 et la triche devient encore plus folle, comme par exemple le pays qui a envoyé des drones pour espionner l'entraînement des Français, ou le vainqueur de la Coupe du Monde qui a été pris en flagrant délit de tricherie et a été banni à vie du football. Mais avant d'en arriver là, en 1991, nous avons vécu l'un des moments les plus fous de l'histoire de la triche, puisque Diego Maradona a été banni du football pendant 15 mois. Maradona a déjà triché, mais il a réussi à s'en sortir, notamment en marquant de la main le but contre l'Angleterre qu'il a éliminé de la Coupe du Monde. Mais en 1991, les choses ont pris une toute autre ampleur pour l'Argentin lorsqu'il a été convoqué pour un contrôle antidopage et qu'il s'est avéré positif, ce qui lui a valu une interdiction de jouer au football pendant 15 mois. On pourrait penser qu'il a tiré les leçons de cette interdiction, de sorte qu'à son retour, cela ne se reproduise plus, n'est-ce pas? C'est faux, car en 1994, pendant la Coupe du Monde, la même chose est arrivée. Le prochain tricheur est pire, car il va finir en prison pour ce qu'il a fait. Bernard Tapie, le célèbre propriétaire de Marseille, avait de nombreux défauts. Mais il n'était pas radin. La police enquêtant sur les tentatives de l'OM de corrompre Valenciennes pour perdre le dernier match de Ligue 1 de 1992-1993 a découvert une enveloppe contenant 30 000 € dans le jardin des parents de l'un des bénéficiaires. Tapie a aidé son club à remporter 5 titres de champion consécutifs, en dépensant des millions pour les meilleurs joueurs et des centaines de milliers pour acheter les adversaires. Marseille a été relégué en Ligue 2 et Tapie a été envoyé en prison. Cet épisode a réécrit l'histoire du football français et cette affaire a mobilisé les médias plus que toute autre affaire à l'époque. Par contre maintenant, c'est une toute différente façon de tricher. Andreas Möller, qui par sa tricherie a permis au Borussia Dortmund de remporter la Bundesliga. En 1995, le Borussia Dortmund et le Bayern de Munich étant en course pour le titre de champion de la Bundesliga, lorsqu'ils se sont affrontés, c'était comme une finale de championnat. Pendant le match, le milieu de terrain de Dortmund, Andreas Möller,
a décidé de plonger dans la surface et a obtenu un penalty. Il prétend que ce n'était pas un plongeon, mais enfin, il n'y a absolument pas eu de contact. Ce penalty a permis à Dortmund de remporter le match et le titre de Bundesliga. Par la suite, Möller a été exclu pour 2 matchs, condamné à une amende et suspendu de l'équipe nationale pendant un certain temps. Mais il s'en moquait car il était champion de la Bundesliga. L'interdiction en valait donc vraiment la peine. Mais Möller n'est pas le seul joueur à s'en tirer avec un plongeon, car en 2002, Rivaldo a réussi à tromper l'arbitre avec un beau plongeon olympique mélangé avec un peu de cinéma. C'était la Coupe du Monde et le Brésil affrontait la Turquie. Lorsqu'un joueur turc a frappé le ballon sur Rivaldo, ce dernier en a profité pour plonger et a fait expulser le joueur turc. Le Brésil gagne le match 2-1 et remporte le tournoi. Le stade entier a sifflé la décision et Rivaldo a même été condamné à une amende de 7 000 € après le match. Mais il s'en fichait également parce qu'il a été sacré champion du monde en fin de la compétition. Mais en 2006, il y a eu plus grand scandale de corruption que le football ait jamais connu. La Juventus a été déchue de 2 titres de la Serie A et a été reléguée, tandis que d'autres clubs italiens ont subi d'importantes pertes de points. Ce scandale est connu sous le nom de Calciopoli. Alors que s'est-il passé concrètement? Juventus, l'AC Milan, Fiorentina, Lazio et quelques autres clubs italiens plus modestes ont été impliqués dans ce qui a été décrit comme un scandale de matchs truqués, où les arbitres étaient choisis spécifiquement pour favoriser certaines équipes. Cela se faisait par des appels téléphoniques anonymes, utilisant des numéros de téléphone étrangers afin de les rendre difficilement traçables. Mais en fin de compte, tout cela a éclaté et le football italien a été bouleversé. Chaque club a été sanctionné différemment en fonction de son degré d'implication dans le scandale. La Juventus a été rétrogradée en Série B et privée de 2 titres de championnat. Milan s'est vu retirer 30 points pour la saison précédente et 8 points pour la saison à venir. La Lazio ne se voit retirer que 3 points mais n'est pas autorisée à participer à la Coupe de l'UEFA la saison suivante. Enfin, la Fiorentina s'est vu retirer 15 points et a été exclue de la Ligue des Champions. La Juventus est le club qui a le plus souffert, car la rétrogradation en Série B a entraîné le départ de plusieurs de ses meilleurs joueurs, comme Zlatan Ibrahimovic, Patrick Vieira et Fabio Cannavaro. Mais heureusement pour eux, ils disposaient encore de suffisamment de joueurs de qualité pour être promus la saison suivante. Mais passons maintenant à 2010. La tricherie de Luis Suarez a amené tout un pays à le détester. En quart de finale de la Coupe du Monde, l'Uruguay affronte le Ghana et les 2 équipes sont prêtes à tout pour passer au tour suivant. Au bout de 90 minutes, le match est à égalité et il y a prolongation. Le Ghana domine l'Uruguay et sur un ballon qui arrive dans la surface de réparation, le joueur ghanéen tire le ballon et tout le monde pensait qu'il allait marquer. Mais Suarez avait un autre avis. Il a donné une chance à l'Uruguay de s'en sortir. Il a arrêté le but avec ses mains et s'est expulsé. Le joueur ghanéen Asamoah Gyan s'apprête à tirer le penalty et le rate. Le match se termine donc sur un score de parité et se termine par une séance de tir au but. L'Uruguay a fini par gagner ce match, ce qui signifie que le geste de Suarez sur la ligne de but a permis à l'Uruguay de se qualifier et au Ghana d'être renvoyé de la Coupe du Monde. Après cet incident, Suarez a été surnommé El Diablo au Ghana, ce qui signifie le diable. Mais Suarez a refusé de s'excuser. J'ai fait le coup de main, mais c'est le Ghanéen qui a raté le penalty, pas moi. Pour être honnête, c'est un raisonnement qui me semble juste. Il a triché, mais il a été puni pour cela. Un joueur qui attrape le ballon sur la ligne, c'est une chose, mais c'est un autre niveau de triche quand c'est le ramasseur de balles du club qui le fait, car c'est ce qui s'est passé au Brésil en 2013. Regardez simplement ceci. Après ce double arrêt, il savait qu'il allait être tabassé par les joueurs de l'équipe adverse, alors il a pris la fuite. Ce double arrêt a permis à son équipe de conserver le match nul, ce qui a suffi à la qualifier pour le prochain tour de la coupe. Maintenant, nous sommes en 2014, et avec la progression de la technologie, la tricherie devient de plus en plus créative. En effet, avant un match de la Coupe du Monde, la France a remarqué que les drones survolaient son terrain d'entraînement. Il s'est avéré que le Honduras envoyait des drones espions pour essayer de repérer les tactiques de leur entraînement. Mais l'espionnage s'est avéré inutile, car la France a facilement battu le Honduras 3-0. Quelques années plus tard, en 2017, le Honduras a affirmé être victime de cette méthode d'espionnage par drone, et les coupables présumés étant l'équipe nationale australienne. Mais il est difficile de les croire. Ok, nous voici en 2022, et les lasers sont la nouvelle forme de tricherie dans le football. Cette fois, l'Égypte en a été la victime de la manière la plus grossière qui soit. Mais honnêtement, ce sont les supporters égyptiens qui avaient utilisé la même méthode 5 jours plus tôt au Caire. Alors la FIFA n'autorisait qu'un seul pays africain par groupe à participer à la Coupe du Monde. Et c'est un de ces 2 pays qui devait se qualifier, le Sénégal ou l'Égypte. Après 2 matchs, les 2 équipes étaient à égalité.
ce qui signifie que le rêve de Coupe du Monde de tout un pays allait se jouer lors d'une séance de tir au but. Lorsque Mohamed Salah s'est avancé pour tirer le penalty, tout le monde pensait qu'il allait marquer. Il marque toujours pour Liverpool, mais les supporters sénégalais avaient un plan pour s'assurer qu'il rate. Ils ont sorti des lasers et ont aveuglé Salah pendant qu'il tirait le penalty, pour s'assurer qu'il ne marque pas. Sadio Mané a ensuite tiré pour le Sénégal, et sans laser dans les yeux, il a marqué, envoyant le Sénégal à la Coupe du Monde et les Égyptiens à la maison. Les Égyptiens se sentent dévastés par la tricherie claire qui a été commise, mais il ne fallait pas commencer. Mais maintenant, en 2024, le Golden Boy 2013 et champion du monde 2018 a été banni du football pendant 4 ans parce qu'il a été pris en flagrant délit de dopage. Paul Pogba a connu l'une des plus grandes déceptions du football et ne jouera probablement plus jamais au football professionnel. Tout a commencé au mois d'août, lorsque Pogba, remplaçant non utilisé lors d'un match de Serie A pour la Juventus, a été convoqué pour un contrôle antidopage aléatoire. Un mois plus tard, les résultats du test de Paul sont revenus positifs, ce qui signifie qu'il a effectivement consommé des substances illicites dans le but de tricher. Après une contre-analyse du test initial, les résultats sont toujours positifs. Paul a alors été sanctionné d'une interdiction de jouer au football professionnel pendant 4 ans, ce qui signifie qu'il ne sera pas autorisé à mettre les pieds sur un terrain de football avant août 2027, date à laquelle Paul Pogba aura 35 ans et sera sûrement incapable de jouer au foot au plus haut niveau. Paul affirme qu'il n'a pas pris volontairement de substances pour améliorer ses performances, mais il a tout de même été contrôlé positif, ce qui signifie qu'il a bénéficié d'un avantage injuste et qu'il a triché, même si cela a été fait peut-être sans qu'il le sache. Il est dommage que la carrière de Pogba doive se terminer de cette façon. J'espérais qu'il reviendrait à son meilleur niveau à la Juventus, mais j'imagine que tout s'est dégradé à partir du moment où il a signé à Manchester United. Quoi qu'il en soit, si vous avez aimé l'histoire de la tricherie dans le football, je suis sûr que vous aimerez la vidéo qui apparaît à l'écran. Alors cliquez dessus.